Je salue l'ensemble des conseillers généraux qui ont pu se déplacer, les présidents de communautés de communes qui sont venus pour accueillir et avoir un échange avec le président du Sénat. Monsieur le Président, cher Gérard, Monsieur le Préfet de région, je tenais tout d'abord à vous remercier et à te remercier, mon cher Président, au nom de l'ensemble des conseillers généraux de la Côte d'Or, des parlementaires qui ont pu nous rejoindre. J'ai vu Bernard Depierre qui était là tout à l'heure et d'autres parlementaires nous rejoindront. Donc vous saluez les présidents de communautés de communes pour avoir un temps d'échange sur la loi, évidemment, qui a fait débat et qui continue de faire débat, en tout cas qui est l'objet de beaucoup de discussions dans les collectivités, c'est celle qui porte réforme des collectivités territoriales, mais aussi je souhaite qu'il y ait un échange informel et que chacun de ceux qui veulent adresser un message au deuxième personnage de l'État, qui est le président du Sénat, puisse le faire. Je l'ai dit tout à l'heure en accueillant le président Gérard Larcher, que j'ai souvent l'occasion de travailler avec lui dans d'autres fonctions, les réunions du lundi soir et du mardi matin hebdomadaires. Donc j'apprécie vraiment la solidité de son engagement au service des communes, de toutes les collectivités de France, je le dis bien, sans exclusive, et j'ose le dire à l'ensemble de mes collègues, en saluant aussi, bien sûr, ceux qui siègent sur les bancs de la majorité, et ceux dont je les remercie d'ailleurs, ceux qui siègent sur les bancs de l'opposition, que je remercie d'être là, parce que je crois que sur des sujets comme ceux-là, ils ont besoin de débats républicains, ouverts, francs, et donc vraiment merci à tous d'être venus. Je le disais, votre engagement, il est au service des communes sans esprit partisan. Je peux en porter témoignage avec beaucoup de force aussi, au service de l'intérêt général et au service des collectivités territoriales, puisque vous êtes l'Assemblée qui représentez les collectivités territoriales. En Côte d'Or, bref présentation, nous sommes le 4e département de France par la superficie, et puis nous avons une particularité qui nous fait un peu ressembler à ce qu'est la France. Nous sommes une petite France de ce point de vue, pas simplement une partie de la France, parce que près de la moitié des habitants vivent dans l'agglomération dijonnnaise. Et que les perspectives de l'INSEE, d'ailleurs, montrent qu'à l'horizon 2040, on vient d'avoir les grandes orientations, montrent que nous sommes un département qui va augmenter de population. Pas simplement à cause de flux migratoires qui nous seraient favorables, mais aussi parce que la natalité fera en sorte que nous serons, à l'horizon 2040, nous allons passer à 560 000 habitants et donc une augmentation de population. Mais le paradoxe, c'est que nous allons avoir des déséquilibres si nous ne continuons pas à travailler de manière très active pour infléchir la tendance, un phénomène d'agglomération qui risque de se poursuivre. Et comme nous sommes le 4e département avec 706 communes, vous imaginez la conséquence sur un certain nombre de territoires qui risquent de se voir confrontés à des fragilités supplémentaires. Donc pour nous, il y a un aspect qui est essentiel, c'est de faire jouer la solidarité entre les territoires et de soutenir les projets des communes, ce que nous avons fait. Alors on a été dans une situation que connaissent beaucoup de départements, 540 millions d'euros de budget, je salue le sénateur Houpert, 540 millions d'euros de budget en gros. Nous avons un peu plus de la moitié qui est consacrée à l'accompagnement social et sociétal, et puis des ressources qui ont été en chute libre, pas à cause des réformes d'ailleurs fiscales ou de la fiscalité locale, mais liées essentiellement à la crise que nous avons traversée. Dans un département comme ici, on a perdu 20 millions d'euros de ressources en 2 ans. 20 millions d'euros. Dans le même temps, les prestations que nous avons à verser, allocation prestation autonomie, cher président Vino, prestations handicap, ça a été dans le même temps pratiquement 10 millions d'euros de plus. Vous voyez l'effet de ciseaux. Pour autant, on n'a pas voulu désarmer sur l'aide aux communes et sur l'aide sur l'investissement. Ce qui veut dire que pour arriver à ce résultat de maintenir le niveau d'investissement, on a joué sur le levier, évidemment, de l'endettement pour les grands projets qui sont devant nous. On a investi dans le TGV, dans des liaisons nord-ouest, dans des grandes infrastructures, dans un grand projet qui s'appelle aussi le musée au parc d'Alésia, sur le lieu de la confrontation entre Vercingétorix et César, qui est un lieu magique par sa portée et sa puissance. Et donc on a un gros investissement là. Et si on a maintenu l'effort d'investissement, c'est parce qu'on s'est engagé dans une culture de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sans cesse se tourner vers l'État, qui est lui-même dans une situation que chacun connaît en termes budgétaires, et que, quels que soient les gouvernements, tout le monde sera confronté à la même réalité, un endettement massif qu'il nous faut réduire, et que les seuls retours à la croissance ne permettra pas de réduire. Donc il faut qu'on fasse des efforts, nous aussi, d'organisation, d'optimisation. Réflexion sur le périmètre. Moi, je le dis aux représentants du Sénat, en l'occurrence son président, il faut arrêter de charger la barque. On ne pourra pas faire plus, en tout cas, que nous ne faisons aujourd'hui.
Il faudra même qu'on trouve de nouveaux modes de financement pour faire face aux grands défis qui sont ceux de la dépendance. C'est notre prochain débat. Les plus de 60 ans, et ça vaudra pour les plus de 85 ans, monsieur le préfet, vont doubler dans les 30 ans qui viennent. Doubler. Ça veut dire que la question de la grande dépendance, les grands défis aussi, Alzheimer, etc., 20% de ces personnes de plus de 80 ans sont en situation d'affection longue durée. 20%, c'est-à-dire avec des facteurs de dépendance qui sont déjà connus, reconnus, et pour lesquels il faudra qu'on fasse face à ce défi précisément, et donc ça suppose de nouveaux modes de financement. C'est à l'étude. Moi, je souhaite qu'on ait un débat très ouvert sur ces questions. Mais on a continué d'aider les communes parce qu'on a fait un effort aussi en interne d'organisation, et je tiens vraiment à saluer le directeur général des services et les services qui se sont consacrés. On les a associés à cette réflexion. Nous avons fait une révision générale de nos politiques. La culture, c'était de se dire, il faut que chaque euro utilisé, y compris dans le domaine du social, on s'assure que ce soit bien utilisé. Alors ça n'a pas été facile, c'est pas commode, parce que ça a bouleversé des habitudes. Où la tendance était, l'indicateur de l'action sociale d'un département, c'était le fait d'augmenter ou pas le budget de l'aide sociale. Alors, nous, on a dit, on va regarder quand même comment ça se passe en interne et avec nos partenaires. On a internalisé certains services, on est en train de signer des contrats d'objectifs, c'est-à-dire une évaluation, y compris dans l'intervention du champ social, non pas pour faire moins, mais pour faire mieux. Je crois que cette culture, elle commence à porter ses fruits, en tout cas, je le pense, qui nous a permis donc de maintenir notre effort en direction des communes. Alors tout ça se fait dans un contexte d'interrogation, et je ne serai pas beaucoup plus long, d'interrogation liée à la réforme, liée aux collectivités territoriales. Alors, je ne reviens pas sur l'aspect fiscal, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, sur le panier qui est dédié à chaque collectivité. Disons-le franchement, dans un département comme le nôtre, nous allons avoir désormais comme ressource, comme levier fiscal, la totalité du foncier bâti, 100 millions d'euros de base, en quelque sorte, des taux qui nous permettront, si on les augmente d'un point, d'avoir un point de fiscalité qui correspondra à 1 million d'euros de ressources en plus. Là où nous avions, avec le panier fiscal précédent, 1,4 million d'euros de ressources pour un point de fiscalité. Donc c'est vrai qu'il y a une capacité de mobilisation d'impôts qui repose désormais sur un seul aspect, le foncier bâti. Néanmoins, il n'y a pas eu de drame, en tout cas pour ce qui nous concerne, je le dis très franchement, sur la taxe professionnelle et son abandon, puisqu'il y avait des garanties qui ont été prises par l'État. Donc les garanties prises, enfin les engagements pris ont été tenus pour cette année. On verra l'évolution sur la contribution, la valeur ajoutée, notamment puisque c'est un impôt dynamique et qui pourra varier en fonction de la croissance, d'où notre espérance que la croissance revienne. Et nous y avons pris toute notre part, avec un plan contracyclique, un plan de relance qui était accompagné, celui de l'État bien sûr, mais qui était aussi volontariste chez nous, puisque nous avons fait un plan de soutien aux communes, tout à fait particulier sur des investissements. Nous avons signé des contrats aussi d'objectifs avec les cantons, et donc tout cela a marqué une vraie volonté de solidarité territoriale. Donc il faut faire une évaluation permanente, c'est ce qu'on entend faire d'ailleurs dans des comités d'évaluation pluralistes que nous avons mis en place au niveau du Conseil général. Maintenant la réforme, elle était, disons-le aussi, souhaitée par un certain nombre de personnes, enfin sur son principe, pas ça sur ses modalités, elle fait toujours l'objet de discussions. Enfin, franchement, quand dans nos collectivités, on en est amené à se dire qu'il faudra qu'on mette en place de l'ingénierie pour accompagner les communes simplement pour avoir accès dans le maquis administratif ou dans le maquis des subventionnements, pour avoir accès au maximum des subventions auxquelles ils peuvent prétendre, ou des aides auxquelles ils peuvent prétendre, on voit bien qu'il y a nécessité d'une clarification, d'une simplification. Est-ce que la loi est allée jusqu'au bout de son chemin? Non. Mais nous avons fait en sorte qu'il y ait une clause, ça je remercie le président du Sénat d'avoir accompagner et porter cette proposition, d'une clause pas simplement de revoyure, mais d'un comité qui sera chargé de regarder les conditions dans lesquelles tout cela se met en place, cette réforme, qui est composée pas simplement de parlementaires, mais aussi on y a tenu, et j'y ai tenu personnellement, composée également d'élus locaux qui sont les acteurs sur le terrain de cette réforme. Voilà, dernier mot, cette réforme, bon, les communes sont confortées, je n'y reviens pas. La carte de la coopération intercommunale, nous, elle est déjà très en avance. Elle doit se faire de manière consentie, aussi en lien avec les élus locaux. Nous avons déjà beaucoup progressé, monsieur le préfet. Je sais combien vous avez été attentif. La quasi-totalité du département qui est en coopération intercommunale, soit communauté d'agglomération, soit communauté de communes. Ça ne peut pas se faire sans les élus locaux et sans leur implication, ce dessin de la carte de l'intercommunalité. Évidemment, la création du conseiller territorial influera très directement sur la dimension des coopérations, puisque vous aurez un élu qui va représenter un territoire,
ce territoire s'organisera aussi en fonction de cette carte qui sera à poursuivre. De ce point de vue, pour terminer, j'ai vu que le Conseil constitutionnel avait validé l'ensemble de la loi, je ne reviens pas, simplement sur un aspect, il souhaite qu'on reprenne, notamment ça concerne 6 départements, le nombre de conseillers territoriaux. J'étais de ceux qui souhaitaient que ce soit adossé à la loi le nombre des conseillers territoriaux. Pourquoi ? Parce qu'il fallait apporter des assurances que l'ensemble du territoire, notamment d'un territoire départemental comme celui de la Côte d'Or, soit bien représenté. Si on avait fait une réduction massive du nombre de conseillers territoriaux, en même temps qu'une nécessité d'un rééquilibrage, parce qu'en Côte d'Or, on voit bien, on a des cantons de 1000 habitants, et on en a 30 000 ou 40 000. On voit bien qu'il faudra un rééquilibrage. Il faut que ce rééquilibrage ne se fasse pas au détriment de la juste représentation des territoires ruraux. Car si, évidemment, c'était la démographie qui devait être exclusivement représentée dans une assemblée comme la nôtre, alors il faudrait remettre immédiatement les clés du département à l'agglomération dijonnaise. Je ne crois pas que ce soit le souhait, en tout cas institutionnel, qui soit celui que veuille le département et l'ensemble de ses élus locaux. Il faut assurer une juste représentation des populations, en même temps qu'une juste représentation des populations sur les territoires. Donc la garantie a été apportée, en tout cas, le Conseil constitutionnel n'a pas considéré que la situation côte-dorienne, eu égard bourguignonne, eu égard à la règle des 20% de plus par rapport à la moyenne des 20% de moins, devait être mise en cause. Je compte sur le président du Sénat, sur les sénateurs, et je m'y emploierai naturellement aussi personnellement à la tête de mon groupe à l'Assemblée, pour que le nombre de conseillers territoriaux ne bouge pas pour la Côte d'Or. Il est de 41. Il me semble qu'il est juste pour parvenir à un bon équilibre de représentation. J'étais un peu long. Je ne reviens pas sur tous les autres sujets sur lesquels le président du Sénat a plus de compétences que moi pour l'évoquer, notamment sur le contenu de la réforme concernant les conseils généraux. Sur les aides aux communes, il y a eu un vrai débat. Fallait-il ou non continuer d'offrir la possibilité de financement croisé, notamment à l'ensemble des communes de France ? Nous sommes convenus qu'il fallait continuer notamment d'aider les plus petites communes et les communautés de communes de moins de 50 000 habitants fortement, parce qu'évidemment, sur leurs ressources propres, elles seraient, si elles n'étaient pas aidées, y compris par des financements croisés, dans l'incapacité de porter des projets territoriaux. Dans l'incapacité. La règle, enfin, vous savez qu'on a fixé la règle des subventionnements qui ne peuvent pas excéder les 80%, sauf dérogation, c'est-à-dire que les communautés de communes qui seront maîtres d'ouvrage, devront assumer 20%. C'est une règle qui me paraît équilibrée. Il était prévu à l'origine de faire 30%. C'était probablement beaucoup sur un certain nombre de grands projets qu'on ne peut pas porter seul dans des communautés, fût-ce en groupant des cantons, parce qu'on aurait groupé des difficultés, ce qui n'aurait pas réglé la question des équipements de proximité qui sont nécessaires, pôles scolaires, accueil petite enfance, accueil de nos personnes âgées, mise en place de services de soins à domicile. Enfin, je n'évoque pas tous ces sujets dans le détail. Voilà, Monsieur le Président du Sénat. En tout cas, merci de l'intérêt que vous portez à la collectivité Conseil général. On y est attaché, il fallait s'organiser territorialement, et je pense que ce sera une bonne chose la création des conseillers territoriaux, je le dis comme je le pense, parce que ça permettra de mettre en synergie les actions d'un Conseil général avec celles qui sont de notre nature, plus macroéconomique, d'un Conseil régional. Et aujourd'hui, les discussions, on essaye d'avancer, mais elles sont quand même complexes parce qu'on ne vit pas au même rythme. Quand vous êtes dans un collège ou dans un lycée et que vous avez le lycée qui n'a pas fait sa programmation des travaux en même temps que le conseil régional qui n'a pas fait la programmation dans ses lycées en même temps que le conseil général, on se retrouve pour la partie collège, on se retrouve avec des difficultés. J'étais encore l'autre jour au lycée Montchapet, cher François-Xavier Dubourg. On me disait, ben oui, la région n'était pas prête à faire les travaux, vous étiez prêts, du coup on n'a pas pu les faire ensemble. Donc vous voyez, il y a quand même des facteurs d'amélioration, de synergie à trouver et d'économie dans notre organisation territoriale à trouver. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Merci, Monsieur le Président du Sénat. En tout cas, nous avons besoin des conseils généraux. Ils continueront d'exister dans une configuration nouvelle. Mais en tout cas, je vous redis notre attachement à faire vivre le territoire départemental et participer ainsi à l'effort d'une France active et qui n'oublie aucun de ses habitants, ni aucun de ses territoires. Voilà, merci, Monsieur le Président du Sénat. Alors, Monsieur le Président du Conseil général de Côte d'Or, cher François Sauvadet, en saluant Monsieur le Préfet de région, vous remarquerez que dans les trajets des préfets de région, préfets du département de la Côte d'Or, en général, on vient des Yvelines.
Et ensuite, on a un destin qui vous conduit vers la Lorraine. En tous les cas, j'ai dit à Anne Bocquet, qui faisait ses adieux au département des Yvelines, hier, eh bien, que je serai en quelque sorte son premier porte-parole dans un département qui l'accueillera à la fin de l'année. J'en profite pour saluer M. Lavernay, que nous avons beaucoup apprécié dans les Yvelines, et je le sais ici, dans cette région, et lui souhaiter pleine réussite dans la région Lorraine. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues conseillers généraux, présidents de communautés de communes, naturellement parlementaires, députés et sénateurs, cher Alain, merci de m'accueillir. La particularité de cette réunion, c'est que c'est la première que je tiens depuis l'approbation par le Conseil constitutionnel de la réforme de la gouvernance des collectivités territoriales. Et nous n'allons plus parler sentiments, nous n'allons plus parler, j'allais dire, de la vie des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a une loi de la République. Cette loi de la République, nous devons la mettre en application, à la réserve près de 6 départements, et peut-être est-ce l'occasion de faire le point. J'aurai tout à l'heure, devant l'Assemblée générale des maires, l'occasion de m'exprimer, je le dis aux présidents d'intercommunalité et aux maires, sur la dimension communale et intercommunale de la réforme, de sa mise en œuvre concrète, parce qu'il y aura des rendez-vous dans très peu de temps, dans les 3 mois de la date de la promulgation. Je pense que le texte sera promulgué soit ce soir, soit demain. Et donc, dans les 3 mois, les préfets devront organiser les élections à la commission départementale de coopération intercommunale. Je suis là à peu près certain qu'à la différence d'autres commissions, on a du mal à trouver parfois des candidats. Nous trouverons des candidats, je le rappelle, dans une représentation qui prévoit 40% de maires, 40% de présidents de communautés, 10% de représentants de conseils généraux, 5% de représentants du conseil régional et 5% de présidents d'intercommunalités n'étant pas de l'intercommunalité communautaire au sens de la communauté de communes, d'agglo urbaine. Et donc, il y aura ces rendez-vous et j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais peut-être parler plus du département, de son positionnement et peut-être aborder quelques sujets qui vont faire nos débats des mois qui viennent, s'agissant de la dépendance et des dépenses sociales obligatoires, et en même temps des perspectives et de ce qu'il nous reste à faire à partir de cette loi, et dont un certain nombre de principes ont d'ailleurs été le fruit d'un dialogue parfois complexe, parfois difficile, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, notamment sur le sujet des compétences. Et vous êtes là avec un président qui a joué un rôle particulier, j'allais dire, dans l'aboutissement de ce qui a été un accord complexe sur le schéma des compétences telles qu'elles étaient définies par la loi, mais aussi nous allons avoir ce qu'on appelle la loi, le projet de loi numéro 61, portant les modes d'élection des conseillers communautaires pour les prochains rendez-vous de 2014, et aussi la question, j'allais dire, du seuil des communes qui verront un scrutin de liste proportionnelle majoritaire, car si l'Association des maires de France, avec l'Association des maires ruraux, a prôné 500 habitants, je dois vous dire, puisque c'est aujourd'hui mon 76e déplacement en métropole et outre-mer, que je ne reviens pas avec la certitude que tout le monde soit d'accord avec le seuil de 500 et que beaucoup trouvent qu'il y a un risque là de règles extrêmement rigides pour l'espace rural. Beaucoup de maires m'ont plutôt parlé de 1000, voire de 1500. C'est sans doute un sujet que j'aborderai devant nos collègues maires tout à l'heure, parce que je pense que mon rôle de président du Sénat, c'est toujours d'être passeur sur ces sujets, de faire remonter, pas simplement de ce qui est parfois adopté dans des bureaux nationaux que je respecte profondément, mais j'ai bien le sentiment qu'il reste là des questions en débat par rapport au territoire rural. Je voudrais dire que par rapport au département, la première des choses, c'est qu'en termes de compétences,
le Conseil constitutionnel a fait un peu litière d'une idée que nous avions tous, que la compétence générale était une idée constitutionnelle. En fait, la loi réaffirme, et pour la première fois, que la compétence générale, qui n'a pas valeur constitutionnelle mais législative, elle est de la compétence des communes, qui peut les déléguer dans le cadre de la loi d'ailleurs-chevènement aux intercommunalités. Et que les compétences aujourd'hui telles qu'elles sont définies, c'est l'article 35 si ma mémoire est exacte, dans la dernière classification, elle a défini, et c'était d'ailleurs, puisque tout le monde a trouvé des vertus au rapport Belot a posteriori, clairement dit dans le rapport Belot, le département est la collectivité de proximité. Bien sûr, dans la dimension sociale, vous rappeliez que c'était 50% du budget, mais aussi la dimension de proximité avec les communes et les intercommunalités. Et que, naturellement, le département, s'il avait des responsabilités urbaines, avait d'abord des responsabilités territoriales pour faire vivre le territoire. Parce que le territoire, moi qui suis l'élu d'un département plutôt urbain, revenant de mes périples, j'ai bien le sentiment que parfois le territoire qui n'est pas fortement urbain a le sentiment qu'il est un peu, j'allais dire, oublié ou considéré comme secondaire, parfois par les exécutifs successifs, et nous devons y être particulièrement attentifs. Et donc, dans le schéma des compétences, on a donc un département qui a cette vocation et cette compétence, qu'il conviendra d'ailleurs encore de préciser, la région étant stratège au plan des grandes infrastructures, de l'économie et de l'aménagement général du territoire. La loi a clairement, parce que j'ai parfois entendu des choses un peu approximatives, mais les échéances électorales parfois conduisent à simplifier les choses, que la culture, le sport, le tourisme, les loisirs étaient des compétences partagées. Et que donc, clairement dans la loi, il n'y a pas d'exclusion des uns par rapport aux autres. En plus, nous avons prévu, et là c'était le fruit aussi d'un débat, que avant le 1er janvier 2015, devait être mis en place dans chaque région, dans un dialogue département-région, et j'allais dire, le mode électoral et le conseiller territorial doit le favoriser, un schéma d'organisation des compétences. Et pour prendre l'exemple lycée-collège, on peut imaginer, je vais parler de ma région, la région Île-de-France, 10 millions d'habitants, est-ce qu'il n'est pas plus pertinent que lycée et collège soient gérés par chacun des départements? Alors que quand je suis dans la région Limousin et que je suis dans le département de la Creuse, il est sans doute plus logique que ce soit la région qui gère lycée et collège, parce que le département de la Creuse n'a pas tout à fait, je le dis clairement, la capacité à gérer l'ensemble. C'est le schéma d'organisation des compétences qui devra être déterminé avant le 1er janvier 2015 et qui d'ailleurs doit organiser le système des financements dits croisés. Parce que, reconnaissons-le, tout le monde souhaitait une réforme de la gouvernance des collectivités territoriales. Quand j'ai été élu président du Sénat, j'ai réuni les collègues soit réélus, soit nouvellement élus, Alain Houpert s'en souviendra, et qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, et je leur posais la question, mais qu'est-ce que vous retenez de la campagne sénatoriale? Une campagne sénatoriale, en tous les cas dans les Yvelines, naturellement, les candidats sénateurs vont faire la cour aux maires et à leurs conseils municipaux. Et c'est l'occasion de dialogue. Et partout, la demande de simplification, de clarification, était une demande qui transgressait tous les clivages politiques. D'ailleurs, on en parlait depuis des années. Depuis le rapport de Pierre Mauroy à la mission Balladur, en passant par le rapport Warsmann, il y avait eu 9 rapports successifs qui évoquaient la nécessité de réviser la gouvernance des collectivités territoriales. Si je reviens au financement croisé, c'est que nous voyons bien que
ce que certains ont qualifié de millefeuille, mais ce n'est pas le mot que je préfère, je le dis clairement, mais la complexité de l'Europe en passant par les agences de la décision pour des financements croisés ralentissait, augmentait le coût d'un certain nombre de réalisations. Il faut quand même pourquoi qu'on se pose la question. Pourquoi? C'était un rapport que j'ai fait jadis. Un collège public, en moyenne en France, coûte 18% de plus qu'un collège privé sous contrat. C'est un rapport de Franck Borotra, monsieur de la Vernay, que nous avions fait ensemble quand Franck Borotra était député. Vous ne l'avez pas connu, mais c'était le président du Conseil général le plus radin de France. Nous l'avions fait ensemble le plus radin de France. Et il s'était posé la question de l'efficacité de la dépense publique. Et donc, il avait procédé à des évaluations. Je crois que notre processus de décision est un processus lourd et que le simplifier, voilà pourquoi sur les financements croisés, c'est le schéma d'organisation qui le définira, mais qui entend protéger les petites communes. Et le président Sauvadet l'a rappelé, communauté de moins de 50 000, communes de moins de 3 500, même sans schéma d'organisation, elles auront droit au financement croisé. C'est pour les autres communes où ce sera le schéma d'organisation des compétences. Et donc, il y a eu une volonté de part et d'autre, mais très forte au Sénat, de protéger, j'allais dire, les territoires les moins riches en démographie, mais qui souvent ont à gérer des très grands territoires. Et le rôle d'une assemblée comme la nôtre, c'est d'être quelque part, c'était un des sujets d'ailleurs et de débat avec le Conseil constitutionnel, comment on compense la seule ligne démographique par aussi l'importance du territoire. Voilà pourquoi il y a deux assemblées, et que ces deux assemblées n'ont pas à avoir ni le même système électoral, mais enfin là je pourrais vous reprendre des éléments de sujets qui me passionnent. Donc, aujourd'hui, pourquoi moi je suis un converti au conseiller territorial. Et comme toujours les convertis, il faut toujours se méfier parce qu'ils deviennent apôtres. Et étant converti, je vais vous dire pourquoi. J'ai été converti parce qu'il y avait cantonalisation. Qu'on le veuille ou non, j'ai parfois entendu des arguments et j'ai été conseiller régional et jamais je n'ai été conseiller général. Je n'ai d'ailleurs jamais tenté d'être conseiller général. Parce que le conseiller général, il a une relation avec un territoire. Et que pour moi, ce n'est pas négatif d'avoir une relation avec un territoire. Au contraire, il est connu des citoyens, y compris dans la ville de Rambouillet. Il est connu des citoyens. Et donc, ce conseiller général, pourquoi j'ai été converti au conseiller territorial? C'est parce qu'il y a eu la décision de la cantonalisation, c'est-à-dire d'un territoire défini et non d'un système strictement proportionnel. Alors, je n'en méconnais pas les inconvénients au titre de la parité, mais entre le choix de faire désigner par les appareils politiques et le choix de faire désigner d'abord, j'allais dire, par les citoyens, mon choix personnel s'appelle la cantonalisation. Point du financement, Monsieur le Président, je ne méconnais pas, et c'est un autre sujet qui n'est d'ailleurs pas dans la réforme des collectivités territoriales, mais dans la réforme de la taxe professionnelle, qui est l'autre volet, que aujourd'hui, le choix de la valeur ajoutée, la part de la valeur ajoutée a restreint le levier de décision des taux tels que vous les évoquez. Affirmer le contraire n'aurait aucun sens. On se rapproche d'ailleurs d'un système à l'allemande, où c'est le Bund, donc le Parlement, qui décide de l'essentiel j'allais dire, des ressources fiscales du Land, avec en plus en Allemagne, on commence à progresser sur le sujet, une péréquation extrêmement forte, puisque la loi fondamentale allemande, nous avions fait avec Jean-François Poncet un rapport en 1995 sur ce sujet, c'était à l'époque de la réunification allemande, on est en 1995, il y a 15 ans, plus 20, moins 20. C'est-à-dire aucun land ne devait avoir plus de 120 et aucun ne pouvait avoir moins de 80. C'était un effet péréquateur décidé par le Parlement. Et donc, dans
cette évolution, naturellement, et Bercy a encore quelques difficultés pour nous faire connaître. 2011, nous sommes garantis. Bercy a encore du mal à nous faire connaître du fait de la difficulté de saisie de la valeur ajoutée au 30 juin dernier par les entreprises. Il devrait nous le faire connaître en février, ce que donne en année réelle la saisine de la valeur ajoutée. C'est un sujet sur lequel nous sommes très demandeurs. On l'a d'ailleurs évoqué ensemble il n'y a pas très très longtemps dans nos rencontres du soir. C'est un sujet d'attente fort pour que nous connaissions bien les finances, notamment des départements, car je vous rappelle que ça représente, vous aurez 46,5% de la valeur ajoutée. Les communautés de communes ou communes, tant qu'elles ne sont pas en communauté à taxe ex-TPU, auront 26,5%, et le reste sera aux régions pour la CVAE, sachant que le foncier bâti économique, la contribution sur le foncier bâti économique sera, elle, affectée aux communes pour la partie de la recette. Je reviens sur un aspect que vous avez évoqué, c'est les dépenses sociales obligatoires. Le président de la République a annoncé que ce serait un débat dont la première étape essentielle devrait être close avant le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Moi, il y a 18 mois, j'avais attiré l'attention sur les finances d'un certain nombre de départements. Je ne parle pas de départements qui, pour certains, avaient engagé des dépenses, j'allais dire, parfois au-delà de ce qui était raisonnable, mais de départements qui ont un effet ciseau assez terrifiant. C'est-à-dire, en fait, un accroissement de leurs dépenses sociales obligatoires, et notamment celles liées à la perte d'autonomie, avec une faible croissance de leurs recettes ou de leur dynamisme économique. Nous avons des départements en plus, comme le mien, qui sont émetteurs nets de seniors dans d'autres départements. Si vous prenez les Yvelines, eh bien, si un certain nombre d'Yvelinois, ils ont raison, prennent leur retraite dans les Yvelines, beaucoup vont prendre leur retraite dans d'autres départements et vont être à terme une charge pour les finances des départements d'accueil sans qu'il y ait eu d'apport de recettes liées à un développement économique. Et nous arriverions, si nous ne mettons pas en place une péréquation forte, parce que derrière la réforme sur la valeur ajoutée des départements comme le mien, et que M. de la Vernay connaît bien, qui certes a des problèmes de politique de la ville, Monsieur le Préfet, mais qui serait plus riche, et qui sera même beaucoup plus riche, puisque nous avons calculé avec le président Huchon que nous gagnions à peu près 100 millions d'euros dans cette opération. 100 millions d'euros à terme, sans la péréquation, sans l'écrêtement et sans la redistribution. Et que donc, moi je milite, et c'est d'autant plus presque facile à faire quand je suis l'élu d'un département, en quelque sorte, qui doit être contributeur net, sur la notion de péréquation. Alors sur la dépendance. Sur la dépendance, le Sénat aura un débat public qui commencera en séance, sans doute au mois de février, parce que nous pensons que, certes, il faut les débats citoyens, certes, il faut les débats d'experts, mais je pense très important que le Parlement, mais aussi les départements, puissent contribuer de manière forte à ce débat. Aujourd'hui, 22 milliards de dépenses, 5 milliards de dépenses à la charge des conseils généraux, une part de la Caisse nationale solidarité autonomie qui ne représente plus que 29%. Vous savez, j'étais le ministre du Travail qui a eu en charge de mettre en place le lundi de Pentecôte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Jamais les Français n'avaient été aussi pieux le lendemain de la Pentecôte. L'indice de piété avait considérablement augmenté et c'était quelque chose de difficile. Les Allemands sont à l'équivalent de 2 journées RTT et envisagent de passer à une 3e pour traiter de la dépendance. Je le dis en passant. Mais en tous les cas, sur la dépendance, nous avons grosso modo 17 milliards de dépenses sécurité sociale, Caisse nationale de solidarité et autonomie, et 5 milliards
pour les conseils généraux, avec une part sans cesse croissante pour les conseils généraux, et une part d'ailleurs qui met une quinzaine de départements en situation de clignotant. Je vais prendre un département qui a des dépenses sociales obligatoires très élevées et qui malheureusement a connu des crises économiques successives. Je vais prendre les Ardennes. Quand on connaît le président du Conseil général des Ardennes, comme homme, j'allais dire, plus sérieux, c'est difficile de trouver. Il n'empêche qu'il est pris dans un effet, lui, j'allais dire, de ciseaux étrangleurs. Et donc, lui, il ne sait pas tenir un budget en 2011 si nous n'apportons pas des réponses immédiates, qui sont d'ailleurs prévues dans la loi de finances, sous forme de 2 enveloppes de 75 millions, une gérée par la Caisse nationale de solidarité et autonomie, une autre qui est gérée d'une autre manière par le budget en abondement. Mais il va falloir que nous réfléchissions très fortement. Quelle est la part de la solidarité? Faut-il une contribution sociale généralisée un peu plus forte? Quelle est la part aussi d'un éventuel recours sur succession? Quelle est la part qui est demandée éventuellement au travail? Au-delà du travail, il y a un autre périmètre que le travail, parce qu'à force de ne peser que sur le travail, nous avons des problèmes de compétitivité qui sont majeurs. Et quelle est la part assurantielle, en s'assurant qu'aucun de nos concitoyens n'est exclu au motif de la modestie de ses ressources d'un système assurantiel qui soit mutualiste ou qu'il soit privé. Ce sujet-là, il est important que nous le traitions au cours de l'année 2011 de manière forte. Voilà, j'ai déjà été trop long sur quelques sujets, Monsieur le Président. En tous les cas, nous au Sénat, ce sujet, nous entendons le traiter au cours de l'année 2011. Et nous entendons aussi traiter un dernier sujet sur lequel je voudrais l'évoquer, même si nous sommes pris un tout petit peu par le temps, pour vous dire que nous souhaitons passer des discours aux actes. Si vous étiez présent à l'Assemblée des maires, à Paris, vous avez entendu le président de la République, et il nous l'a répété à notre petit déjeuner commun, qu'il fallait, j'allais dire, cesser d'avoir des normes qui ne cessent de se multiplier, de se contredire parfois, et d'avoir des conséquences financières extrêmement lourdes. Et il a proposé aux sénateurs de réfléchir sur autre chose que l'aspect discours, parce que le Premier ministre a fait une circulaire de moratoire sur les normes le 6 juillet dernier. Je dois vous dire que ça n'a pas été suivi d'un effet assez extraordinaire. Et donc, nous avons mis en place, sous l'autorité de Claude Belot, l'homme du rapport sur la réforme des collectivités territoriales, qui est maintenant le président de la délégation collectivité territoriale, les 4 présidents de commission concernés, un groupe de travail qui, le 15 février prochain, transmettra au Premier ministre et au Président de la République un certain nombre de propositions concrètes pour, j'allais dire, normaliser, c'est-à-dire rendre plus normales les normes. Je fais ce jeu de mots parce que je voudrais simplement vous dire qu'il y a eu depuis 10 ans 8300 normes différentes qui sont sorties, qu'il y a eu sur l'année 2010 333 textes normatifs lourds, législatifs et réglementaires, et que certains s'appliquent de manière extrêmement concrète. Je pense à des normes du Grenelle 2 qui pourraient s'appliquer le 15 janvier au matin et sur lesquelles les conséquences financières pourraient être extrêmement lourdes si nous n'en prenons pas le temps et le délai nécessaire pour leur mise en œuvre. Ça peut paraître loin de notre sujet, mais c'est ce qui fait des conséquences. Je voudrais simplement dire que la Commission nationale d'évaluation des normes a jugé que sur l'année 2009, le coût avait été d'1,4 milliard pour les collectivités publiques en investissement et en fonctionnement, et principalement pour les collectivités territoriales dans la modification des normes. 1,4 milliard d'euros. C'est l'évaluation que le président Lambert a fait dans la commission d'évaluation des normes. Voilà, Monsieur le Président, en vous remerciant de m'accueillir
ici quelques réflexions un peu dans le cadre de la loi. Il nous reste donc à avoir ce comité de suivi des compétences. Nous avons en fait jusqu'à 2014 pour travailler éventuellement sur la révision des compétences. Nous nous mettons au Sénat aussi sur un sujet qui est un peu bouteille à l'encre, mais que nous voudrions sortir des banalités, c'est la construction d'un vrai statut de l'élu. On en parle depuis toujours, on ne prend que des décisions parcellaires, on bricole. Il y a eu des avancées, hein. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est fait en 99, 2000, puis qui s'est fait plus récemment. Il y a eu des avancées. Mais au fond, on n'a jamais pris de problème dans sa globalité. Et c'est un des sujets, c'était le sens de la lettre d'ailleurs, que j'ai adressée aux 36 682 maires de France, où je disais ce qui nous restait à mettre comme sujet sur la table. C'est typiquement un sujet Sénat, même si naturellement les députés ont sur ce sujet, j'allais dire, une compétence législative aussi grande que la nôtre. Mais l'article 24 de la Constitution fait que nous avons sur ce sujet, j'allais dire, la spécificité du Sénat, et l'article 39 fait que nous l'examinons en première lecture. C'est pour ça que, sur ce point, je souhaite que le Sénat soit proactif, parce qu'au fond, les collectivités territoriales, c'est 206 milliards d'euros de budget. Le budget de l'État, hein, c'est, de mémoire, 317 milliards d'euros. C'est ce que nous venons de voter. Et que 74% de l'investissement public, ce sont les communes, les intercos, les départements et les régions qui le conduisent. Et que donc, on est là quand même sur quelque chose d'essentiel, sur une force d'intervention de notre pays, et que on doit se dire que toute réforme de gouvernance, il faut en mesurer les conséquences, il faut l'évaluer. C'est pour ça que le comité de suivi des compétences est tout à fait essentiel. C'est pas simplement pour flatter les égos ou le pouvoir des uns par rapport aux autres, c'est pour voir au bout du compte, est-ce qu'une réforme telle que celle qui est aujourd'hui devenue la loi de la République, eh bien, atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, rendre plus compétitif le territoire, maîtriser la dépense publique, et, car ne l'oublions pas, c'est vrai que les collectivités territoriales, à la différence de l'État, ne sont pas en déficit, mais il faut le dire aussi, dans les 317 milliards, plus de 90 milliards du budget de l'État est consacré aux collectivités territoriales aussi. Je crois que même que c'est 96 milliards qui est consacré aux collectivités territoriales. Je dis ça de mémoire, mais ma mémoire ne doit pas me faire trop fausse route. C'est, me semble-t-il, ce pourquoi nous devons aussi participer, comme le disait François Sauvadet, à l'effort de redressement de nos finances publiques. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais vous dire en préambule. Bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président du Sénat. Moi, juste une toute petite chose. Nous, on s'est fixé un cap, une stratégie. Je crois que les départements devront, comme toutes les collectivités, se fixer une stratégie. On veut aussi faire de ce vieillissement de la population non pas une menace pour nos sociétés, mais aussi une chance pour nos territoires. Et donc on est en train de regarder comment ça peut être un facteur de développement et d'emploi aussi dans un certain nombre de territoires et de services rendus, présence médicale, etc. Ensuite, on s'est mis de donner des moyens de parvenir à l'objectif, donc un contrat opérationnel pour le département qu'on a appelé Contrat Ambition Côte d'Or avec 21 objectifs d'équipement, de grands équipements que nous avons inscrits dans la durée. Et puis une lecture avec les territoires, c'est-à-dire nous avons passé des contrats territoriaux avec chacune des communautés de communes. Nous avons passé 21 contrats territoriaux avec des communautés de communes, donc un engagement sur les 5 ans pour donner aussi de la lisibilité aux collectivités parce que nous avons besoin de stabilité et de lisibilité. Donc je souhaite deux choses, Monsieur le Président du Sénat, je le redis. Un, qu'on ne charge pas la barque avec des contraintes supplémentaires sans y assurer des financements complémentaires. Deux, que par rapport aux grands défis, on trouve des moyens de financement parce que tous les départements seront confrontés. Dernier sujet, la caisse de la péréquation.
Moi, je suis un fervent partisan de la péréquation. D'ailleurs, on l'a fait jouer dans le département de la Côte d'Or, puisque nous avons décidé de faire des financements différenciés. 55 millions d'euros sur les 5 ans dans l'investissement pour la ville et la grande ville, 100 millions d'euros pour les territoires ruraux. Voilà, c'est des financements différenciés. Parce qu'on a besoin d'aider plus les territoires qui sont en situation de fragilité pour leur permettre d'être équipés, d'avoir les services d'avenir, je n'y reviens pas. Simplement, la péréquation, ça ne devra pas être un encouragement pour les départements qui n'auront pas fait les efforts de gestion interne également, ou qui ont été ceux qui auront fait les gestions les plus imprudentes, et je pense notamment aux emprunts toxiques, etc. Donc qu'on les aide provisoirement, oui, à sortir la tête de l'eau, mais je souhaite que la péréquation, ça soit un encouragement finalement à ceux qui auraient laissé filer la dépense, mais que ce soit pris en compte sur des critères objectifs. Vieillissement de la population, croissance et possibilités de croissance, bases fiscales qui sont celles des départements, enfin qu'on ait des critères objectifs pour prendre en compte les grands défis et que la solidarité joue bien avec ce sentiment qu'elle doit être fondée sur des critères objectifs. Je crois que sur ce point on était entendu, mais il faudra bien vérifier que dans cette répartition, voilà, chaque département confronté à des spécificités, vieillissement plus marqué de la population comme c'est évoqué, ou dimension territoriale plus marquée quand on a un très grand département au déséquilibre démographique, voilà, qu'on puisse le prendre en compte. Pour terminer, je salue l'arrivée d'Arnaud Danjean. Je l'ai invité tous les parlementaires et comme c'est le seul député européen de notre région, je l'ai invité également à rencontrer le président du Sénat. J'étais trop long maintenant, vous avez la parole, les questions, allez-y. N'hésitez pas, hein, il peut y avoir de mauvaises réponses, mais il n'y a jamais de mauvaises questions. Qui souhaite parler? Des interrogations, des souhaits, n'hésitez pas, vous êtes là l'homme le plus important du Sénat et le deuxième de la République. Pendant que la question vient, je voudrais ajouter que, très concrètement, pour votre département, je regardais le tableau, nous venons de faire une péréquation nationale, ça a été l'objet d'un grand débat au Sénat, sur les droits de mutation à titre onéreux. Et vous allez être un département qui allait recevoir sur l'année. C'est du bruit. Dans les premiers calculs qui sont faits en fonction, on doit avoir le tableau là, il faut prendre les chiffres avec précaution. Ça se situe entre 1,6 million et 1,8 million d'euros. C'est un débat, tant qu'il n'est pas tranché par la commission mixte paritaire, qu'il faut naturellement prendre avec précaution. Je vais vous prendre mon département. Nous sommes contributeurs de 23 millions d'euros. Mais qu'est-ce que ça traduit? Parce que c'est aussi ça le rôle du Parlement. C'est d'assurer l'unité nationale. Parce que nous voyons bien que chez nous, alors ça ne traduit pas un département qui ne fait pas des efforts de gestion. C'est parce que aujourd'hui, la reprise économique est plus forte dans un certain nombre de territoires. Et chez nous, la contribution va être de 23 millions d'euros. C'est une première démarche qui est basée sur un critère objectif. Et donc, je me permets de vous le dire, ce n'est pas tranché encore par la commission mixte paritaire, mais il m'étonnerait que ça disparaisse totalement, puisque d'un côté, on a une proposition des députés qui ne se fait que sur le flux, et nous faisons stock et flux, pour essayer là aussi d'être juste. Et donc, mais c'est pour vous donner un exemple d'une péréquation en marche. Il nous reste beaucoup de chemin à faire, mais c'est un élément. Et vous aurez donc, au titre de cette péréquation, vous allez me dire, c'est pas grand-chose par rapport à votre budget, mais, la présidente de la commission des finances, si elle voit arriver 1,6 million d'euros, elle ne sera pas totalement malheureuse. Ouais, mais je vois d'ailleurs qu'elle a changé de visage. Il y a un tableau qu'on pourra mettre à votre disposition, mais qui n'est que provisoire. Bien, mais... Président de communauté de communes, conseillers généraux, monsieur le président de la communauté de communes de Nuit-Saint-Georges. Non, monsieur le président, c'est une question, c'est pas une angoisse vraiment. Alors, dans notre département, bien que j'ai rejoint la cohorte des élus il n'y a pas très longtemps, je crois que la plupart des communautés de communes ont été créées à partir des CIVOM. Donc, ont épousé en gros les limites géographiques des CIVOM, qui bien souvent avaient épousé aussi les limites des cantons. Donc nous allons avoir maintenant, on ne s'en cache pas, un redécoupage obligatoire
à la fois pour diminuer le nombre de conseillers, et puis à la fois pour essayer d'équilibrer la surface des territoires, ou bien la population du territoire, ou bien on ne sait pas quoi. Alors, est-ce que dans cette réforme, on va garder ce qui existe, on va couper, sur quoi va-t-on jouer pour rééquilibrer tout cela? Tout d'abord, c'est dans le cadre de la commission départementale de coopération intercommunale présidée par le préfet du département que vous devrez revisiter, si ça vous apparaît souhaitable, la carte de vos intercommunalités. Et la carte de vos intercommunalités, vous les définirez en général association des maires, bureau de l'association des maires, conseils généraux, et vous les redéfinirez dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, c'est bien sûr le préfet qui préside, mais il a été institué quelque chose de nouveau. Avant, c'était uniquement l'avis de la commission. La commission peut, à la majorité des 2/3, s'opposer à des propositions du préfet qui n'auraient pas l'aval de cette majorité des 2/3. Et c'est donc un pouvoir renforcé par rapport à... Et parfois on a dit, mais il y a une recentralisation. Non, c'est un pouvoir renforcé. Le préfet ne pourra pas ne pas prendre en compte... Et vous savez, moi j'ai été président des maires des Yvelines, et ça transcende les clivages politiques. Quand il y a un accord global ou un désaccord global, et par rapport au préfet, il n'y a nulle difficulté, je vous le dis, à trouver la majorité des 2/3. C'est à l'intérieur de cela. Là, les cantons seront répartis sur la base des critères démographiques, corrigés de la variation autour du point zéro, plus 20%, moins 20% de population. Et ceci a été confirmé par le Conseil constitutionnel de la manière la plus claire, puisqu'il a éliminé, je prends l'exemple de la Meuse, de la Mayenne, du Cantal, les propositions qui avaient été faites, notamment par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Barsman, mais il est vrai que le Sénat avait souhaité aller plus loin que les 20% dans un certain nombre de territoires. Et donc, le préfet fera des propositions qui seront discutées dans chacun des conseils généraux. Il saisira le président du conseil général pour avis, et le président du conseil général, à mon avis, consultera ses conseillers généraux. Il n'y a nulle obligation à ce que votre territoire d'intercommunalité soit le périmètre absolu du futur canton. Donc, c'est à vous de le définir en fonction de votre histoire. Le problème qui peut se poser, c'est qu'il vous faudra, avant le 31 décembre de l'année prochaine, et c'est demain, avoir déterminé votre schéma départemental de coopération intercommunale pour une mise en œuvre avant la fin du printemps de l'année 2013. Et donc, ça c'est presque demain, si je peux me permettre de dire. Alors il y aura sans doute quelques semaines de décalage, mais pas sur la fin de la mise en œuvre du schéma. Donc il y a vraiment un travail à faire sur le terrain, c'est pour ça qu'il est important qu'il se fasse sous l'autorité du préfet, dans un dialogue entre les maires, les présidents de communautés de communes, le conseil général et les autres présidents de syndicats, parce qu'un certain nombre de syndicats demeurent. Certains grands syndicats qui ont des compétences départementales, certains syndicats qui ont des compétences pluricommunautaires déjà aujourd'hui, je pense à des syndicats d'ordures ménagères qui ont des compétences sur des territoires certes infradépartementaux souvent, mais beaucoup plus grands que des territoires communautaires, eh bien, devront être maintenus
Il n'empêche que l'objectif, c'est aussi de faire disparaître un certain nombre de syndicats qui ne sont pas des syndicats à caractère communautaire. Donc, il y a ce travail, et la réponse ne peut pas être la même partout. Il y aura une réponse en Côte d'Or, et puis il y aura une réponse différente dans un territoire de montagne, par exemple. Voilà pourquoi nous avons dit que la continuité territoriale n'était pas obligatoire dans un certain nombre de territoires, dans les territoires de montagne, où c'est le bassin versant qui compte plus que la simple continuité territoriale. Donc il y a ce travail, c'est à vous de le faire concrètement sur le terrain. Je m'aperçois pour la vingtaine de départements qui ont très avancé ce travail. Certains avaient anticipé même la mise en discussion de la loi. Je vais prendre un département qui est mon département natal, le département de l'Orne. 535 communes, il y avait 49 intercommunalités, certaines étaient toutes petites. Ils se sont fixés un objectif collectivement entre 12 et 15 intercommunalités. Ils sont en train de l'atteindre. Donc, ils ont commencé à construire des logiques de bassin. L'idée, dans la loi, on a supprimé les quotités de population, c'est, j'allais dire, la cohérence géographique, la cohérence économique et surtout la cohérence du bassin de vie. Où est-ce que les gens vivent ? À quel endroit ils vont faire leurs démarches administratives, leurs courses, le collège, enfin la vie quotidienne des gens. C'est ce qui est contenu dans le texte, avec quelque chose d'important, je le dis pour le territoire rural. Le Conseil constitutionnel a reconnu comme valide quelque chose de très important, qui n'était pas certain, car ça n'était pas la théorie du professeur Casanova dans le rapport Balladur. Je me permets d'insister. C'est à l'intérieur du statut, à la condition que vous preniez en compte la démographie, mais d'une manière que vous jugerez entre vous nécessaire, chacune des communautés s'organise en termes de représentativité comme elle l'entend, autour de 2 critères, qui sont les critères de la loi Chevènement. Aucune commune ne peut être éliminée d'une représentation, quelle qu'en soit la taille, qu'elle ait 20 habitants ou plus, et aucune commune à elle seule ne peut détenir la majorité. Mais c'est au fond dans les statuts de chacune des intercommunalités que vous déterminerez la représentativité de chacune des communes. C'était un point qui n'était pas évident à valider au plan constitutionnel, parce qu'il heurte un vieux principe d'août 1789 sur la décision fiscale et sur la quotité. Mais le Conseil constitutionnel a considéré là que c'était un problème d'équilibre du territoire. Monsieur le Préfet, vous aviez une remarque. Il me semblait que la question de M. Cartron s'inquiétait de la coïncidence ou du rapprochement entre le périmètre des communautés de communes et puis le périmètre des futures circonscriptions territoriales. Alors de ce point de vue-là, est-ce que le travail sur le nouveau découpage ne sera pas postérieur à l'adoption du schéma? Mais parce qu'il n'a pas de lien. Et moi, je me permets... Il n'y a pas de lien juridique, en tous les cas. Il n'y a pas de lien juridique, mais il y a un lien politique important, c'est que tout de même l'autorité du suffrage universel, voilà. Oui, mais il n'a pas de lien juridique. Sinon, il y avait des territoires où la situation était impossible à gérer. Mais il peut y avoir un désir, mais ça, pardonnez-moi, c'est le travail qui sera fait par les élus dans chacun des départements. Mes chers collègues, d'autres questions? Moi, je n'ai pas encore lu le texte du Conseil constitutionnel, là, parce qu'il a regardé la répartition, considérant que dans la règle celle qui avait été adoptée, c'était par région. Il ne fallait pas que dans chaque région, une différence sur la moyenne nationale entre plus 20 et moins 20. Est-ce que la décision du Conseil constitutionnel engagera à ce que la décision au plan infra-départemental s'applique de la même manière, alors que le législateur avait considéré que c'était une exception régionale? En termes clairs, est-ce que la règle s'appliquera à l'intérieur d'un département et pour tous les départements, du plus 20, moins 20,
alors qu'elle n'était validée, y compris dans la répartition départementale, qu'à l'échelon régional pour s'assurer de la répartition. C'était ça, mais ça, j'ai pas la réponse encore. Je vais vous la donner. Je vais vous... Parce que, naturellement, moi, j'ai eu l'analyse juridique immédiate. Ça, c'est une vraie question qui est devant nous. Dans cette comparaison des écarts de population, le Conseil constitutionnel constate que 6 départements présentent des écarts de plus de 20% à la moyenne régionale. Ah, c'est la moyenne régionale. Quant à leur nombre de conseillers territoriaux rapportés à la population du département. En région Lorraine, monsieur le préfet, il s'agit de la Meuse. En région Auvergne, il s'agit du Cantal. En région Languedoc-Roussillon, vous voyez bien, il y a la référence régionale et de la population départementale. L'Aude. En région Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne. En région Pays de la Loire, la Mayenne. En région Rhône-Alpes, la Savoie. Aucun impératif d'intérêt général, je poursuis, ne vient justifier les écarts très importants de représentation. Ceci donc est applicable. Le Conseil, appliquant sa jurisprudence constante, juge que la fixation du nombre de conseillers territoriaux dans les départements ne doit pas méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage. Par voie de conséquence, il censure l'article 6, le tableau annexé. Donc, ça veut dire que la répartition plus 20 moins 20 est applicable, y compris sur le territoire cantonal. C'est le principe qui est validé. C'est en tous les cas le commentaire que me font les juristes du Sénat, qui ont immédiatement travaillé sur le sujet, qui permet, parce qu'il y a d'autres sujets qui se jouent dans les départements d'outre-mer, pardonnez-moi de le dire, dans le cadre des évolutions statutaires, et c'est donc bien, semble-t-il, cette variation. Donc vous pourrez faire des propositions autour de plus 20, moins 20. Même au sein du département. Bien sûr. C'est-à-dire que là, il faut regarder la population représentée. Voilà. Voilà. Ça, la décision du Conseil constitutionnel est importante dans tous les départements, notamment où il y a un déséquilibre démographique, parce qu'évidemment, ça va changer singulièrement la donne. Je vous dis quelque chose. Enfin, je le dis pour me... Ouais. Là, ça dépasse les clivages je vous dis politiques, mes chers amis. L'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques, selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions, donc ça vaut pour toutes, je rappelle département-région, respectant mieux l'égalité du suffrage. S'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doit être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région, ni qu'elle ne puisse tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général, c'est-à-dire le territoire. C'était la plaidoirie qui a été faite de manière constante, notamment au Sénat. Ces considérations ne peuvent intervenir que dans une mesure limitée. Voilà pourquoi le plus 20, moins 20 peut être pris en compte. Ça veut dire que si ça ne respecte pas le plus 20, moins 20, oui. Un recours permettra... Oui. Voilà, c'est ça le truc. Ça, c'est voilà l'avis du Conseil, hein. C'est clair. Et qui rejoint l'avis qu'ils avaient donné en demandant à ce que soit révisée la carte. Ça, c'est quand même pas une... Ça, c'est une nouvelle. Je ne commente pas. Monsieur Robert regarde tout ça avec gourmandise en me disant c'est une bonne nouvelle. Il faudra qu'il se rapproche d'un certain nombre de ses collègues des territoires ruraux pour savoir s'ils partagent le même sentiment. Alors, autre question. Ça, c'est vraiment, on va regarder ça juridiquement de très près parce que... Alors, c'est une première analyse, naturellement. Oui, on va regarder ça de très près. Ça a près. 24 heures, tout ça. Hein. Mais, pour avoir été auditionné plusieurs fois par le professeur Casanova, je crois qu'on n'est pas très loin. Bien. Alors, mes chers collègues, y a-t-il d'autres questions? Si on renvoie les questions à l'association des maires, nous allons aller, je crois, monsieur le préfet, parce que c'est la bonne heure. Bien, mes chers collègues, merci à tous de votre présence et surtout merci au président Larcher, au sénateur Houpert, à tous les élus d'être venus. Merci au sénateur Houpert aussi, monsieur le préfet.